Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 59e épisode de ce podcast dédié à l'actualité du mois de novembre. Je vais vous parler d'un Français parti dans l'espace, d'une série martienne, d'avancées en exobiologie et d'une journée sur Saturne. Et je commence évidemment avec l'événement du mois de novembre que l'on attendait depuis des années. C'était le départ enfin de Thomas Pesquet dans l'ISS. Il est parti de Baïkonour le 17 novembre avec ses collègues Peggy Whitson et Oleg Novitsky, a fait un bon voyage de 48 heures dans le vaisseau Soyouz et s'est amarré à la station spatiale dans la nuit du 19 au 20 avant d'entrer enfin dans sa maison pour les 6 mois qui vont suivre. Non mais, mais regardez-moi ce sourire! Une fois à bord, pas de temps perdu, un petit coup de fil à la Terre avant d'aller se coucher et je vous avoue, son échange avec sa maman me fout les larmes aux yeux à chaque fois, alors je ne résiste pas à l'envie de vous le montrer. Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous. Je vous souhaite un bon séjour là-haut, de belles expériences, que tout se passe très bien pour vous. Ça a été un spectacle inoubliable de vous voir décoller l'autre jour à Baïkonour. Et j'ai de très belles pensées pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran. Merci maman, on a une super équipe, tout va bien se passer, faut pas s'inquiéter et puis voilà, je donnerai des nouvelles régulièrement et puis dans 6 mois l'atterrissage on sera moins spectaculaire mais aussi efficace. C'est vraiment trop choupi. En tout cas, depuis son arrivée, Thomas est plus que généreux en tweets, en photos, en vidéos, en duplex avec la Terre. Vous pouvez le suivre sur Twitter, Facebook, Flickr et regardez, si vous avez entre 0 et 25 ans, vous pouvez même participer à un concours littéraire et entendre vos mots lus depuis l'espace par Thomas Pesquet lui-même. Je m'adresse aux jeunes et aux jeunes adultes pour présenter le thème du premier concours d'écriture lancé depuis l'espace, en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Dans le livre, le Petit Prince voyage de planète en planète et il fait des rencontres surprenantes. 7 au total. Je vous propose d'écrire un texte court, d'1 page maximum, qui prolonge le voyage du Petit Prince sur une 8e planète pour y rencontrer la personne qui l'habite. Vous pourrez soumettre vos textes en ligne du 1er janvier au 28 février et le 6 avril prochain, je vous lirai depuis la station spatiale les 2 textes qui m'ont paru les meilleurs. Alors bonne écriture et à très bientôt. Alors il ne verra sans doute pas cette vidéo, mais je voudrais quand même le remercier chaleureusement pour tout ce qu'il fait là-haut, en termes d'expérience scientifique bien sûr, mais aussi en tant qu'ambassadeur de la France, de l'Europe et de l'humanité dans l'espace. Thomas, j'espère que vous ne perdrez jamais votre émerveillement de petit garçon qui illumine tout ce que vous nous dites et tout ce que vous nous transmettez, parce que ça réchauffe, ça donne de l'espoir, ça fait plaisir à voir, et je suis sûre que ça crée des vocations. Bonne mission Thomas. Et restons avec des Français de l'espace. Tiens, même si celle que je vais vous présenter n'est pas réellement astronaute, au mois de novembre a été diffusée sur National Geographic une série de grands malades qui s'appelle sobrement Mars. Alors, d'accord, à l'heure où je sors cet épisode, les 6 épisodes de la première saison ont été diffusés, mais il y aura une sortie DVD et c'est absolument incontournable. Déjà, j'avais jamais vu une série comme ça, à la fois documentaire et de fiction. Sans aucun mélange des deux, puisque tout est très séparé, mais c'est assez brillamment écrit pour que les deux se répondent. En résumé, on peut parfaitement regarder juste la partie documentaire et s'éclater, juste regarder la partie fiction et s'éclater, parce que les deux sont assez bien construites et bien faites pour vivre en toute indépendance, mais il se trouve que chaque épisode est construit de manière à faire coexister les deux et que l'ensemble apporte encore plus que la somme des deux réunis en interagissant l'une avec l'autre. C'est brillant, vraiment. Alors pour vous pitcher la partie fiction, c'est l'histoire du premier équipage qui arrive sur Mars et qui va devoir apprendre à vivre dans les rudes conditions martiennes et dont la mission est de trouver l'endroit idéal pour installer une base permanente. Alors je vous parle même pas des costumes et des décors tellement ça va me refiler des orgasmes visuels, je vous jure. Ça déchire tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et côté effets spéciaux, c'est l'équipe oscarisée de Gravity qui s'en est chargée pour vous poser un peu le niveau. Et donc cette série américaine compte non pas un, mais 2 Français au casting. Le premier, c'est Olivier Martinez, qu'on connaît surtout pour son rôle du hussard sur le toit et qui interprète le mec à l'origine de la mission vers Mars. Et la deuxième s'appelle Clémentine Poidatz, qui travaille beaucoup mais qui est inconnue du grand public.
Il se trouve que Clémentine Poidatz joue le médecin psychiatre de l'équipage et elle m'a fait l'honneur de répondre à quelques questions. Alors, je m'appelle Clémentine Poidatz et je suis comédienne dans la série Mars sur National Geographic. Et je suis une rêveuse martienne. J'aime bien penser que je suis martienne aussi. Voilà. Ça me va très bien. Quel est ton parcours ? Comment une Française est arrivée à décrocher un rôle dans une série internationale ? Alors c'était un peu spécial parce que tout début mon agent avait entendu parler de ce projet et elle a fait du forcing pour que je puisse passer des essais, mais il disait oui mais non mais pour le moment c'est des rôles pour des Américains et tout, et puis elle a un peu forcé, elle a un peu insisté. Du coup j'ai passé des essais depuis chez moi avec un de mes meilleurs amis qui me filmait, qui me donnait la réplique. Et bon, en général, on se dit bah, c'est comme une espèce une bouteille à la mer, ça va jamais marcher. Et en fait, ils m'ont tout de suite rappelé pour checker mes disponibilités, etc. Et après, ils m'ont fait venir à Londres pour que je rencontre Everardo, le réalisateur, et puis il y avait tous les producteurs qui étaient là. Et je savais que Everardo aimait bien travailler en improvisation. Du coup, j'avais vu ça quand j'avais vu son film d'avant. Je sentais qu'il y avait pas mal de trucs qui étaient improvisés et je me suis dit je suis sûre qu'il va me demander d'improviser. Donc en anglais, sur Mars, en plus ça je joue le médecin et psy. Donc du coup j'ai appris plein de noms de médocs, plein de mots genre les radiations solaires, etc. Des problèmes qui pouvaient être liés au manque d'oxygène. Et je me suis fait des petits scénarios dans ma tête pour pouvoir être capable d'improviser le jour J, parce que sinon je n'avais pas envie d'être bloquée par la langue, ni bloquée par ma non-connaissance sur l'espace et sur Mars en particulier. Mais du coup tu parlais déjà anglais couramment. Je parlais déjà très très bien anglais. Mais c'est un truc de parler anglais, jouer en anglais, et improviser. Et autre chose encore, de jouer en anglais une astronaute, médecin, parce que pour moi c'était vraiment un monde dont j'ignorais absolument tout. Je savais même pas qu'on voulait aller sur Mars. J'ai honte quand je le dis, mais je ne savais même pas combien il y avait de planètes. Mais non, mais si on ne l'apprend pas, on ne peut pas le savoir. Voilà. Donc, j'ai ouï dire que vous aviez été très bien entourée pour la préparation du tournage, notamment par une astronaute américaine. Oui, on a été entraînés par Dr. Mae Jemison, qui est une ancienne astronaute, qui travaille aussi pour sensibiliser les jeunes à l'exploration spatiale et pour sortir de notre système solaire. Et c'est une super nana, et c'était un peu difficile parce que c'était comme si on allait à l'école pendant une semaine. On avait cours de 8h à 18h et on devait tout apprendre. On avait des bouquins à étudier le soir, on avait des interros. Enfin, moi, j'avais pas eu d'interro depuis 1000 ans. Je suis là, je transpirais et tout. Et puis, on avait des notes. C'était horrible. C'était presque un peu humiliant, mais c'était cool. C'était cool parce qu'elle est vraiment géniale. Dr. Mae Jemison, elle est tellement inspirante. Et puis ce qui était super, c'est qu'à son contact, je me suis enlevée de la tête que les astronautes étaient que des super-héros, mais c'est des humains avant tout, c'est pas que des porte-drapeaux. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait mon livre. Ouais. Et en fait, du coup, je trouve ça assez intimidant. Je trouvais ça très intimidant, l'idée de jouer une astronaute. Et c'est pour ça que j'ai essayé de me familiariser avant même de décrocher le rôle. Au moment de passer des auditions, je regardais les CV des gens, leur vie, si jamais ils avaient des enfants ou pas, leur relation à la peur, leur relation à la mort, quelles étaient leurs études, qu'est-ce qu'ils aimaient manger. Tout d'un coup, c'était comme si jamais je me créais un espèce de petit lien intime avec eux, où je me disais, ils sont pas si différents que moi en fait. Ils ont décidé de suivre leur petite flamme intérieure que moi j'ai suivie en disant que je voulais être comédienne. Eux, c'était être astronaute et voilà. Et d'être au contact de Dr. Mae Jemison, mais c'était ça aussi, parce qu'elle est hyper rigolote. Elle nous racontait des trucs assez rigolos qui s'étaient passés pendant ses missions. Et voilà, de la toucher et tout ça, ça brisait un petit peu le côté très... super-héros. Super-héros, ouais. Intouchable. Et surhumain. Ouais. Comment s'est passé le tournage ? Le tournage, c'était super. On a tourné tous les intérieurs à Budapest. Donc, comme on est 6 acteurs principaux,
j'ai l'impression qu'on s'est un peu mis dans la même situation que voilà, cette première mission humaine sur Mars, parce qu'on était loin de notre maison, tous. La plupart venaient des États-Unis, il y en avait une qui venait d'Angleterre, un autre qui est argentin, mais on était loin de chez nous, loin de nos racines, loin de notre langue, et il fallait qu'on crée une famille comme ça, ça a été assez facile, ça. Le fait de tourner loin, de devoir plonger dans un univers qui nous était complètement inconnu, a créé, moi je les appelle ma famille martienne, hein, c'est vraiment ça. Et puis on s'aime, ça fait hyper cliché de dire ça, mais je crois qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on s'envoie des textos, ou on doit se retrouver. Moi je dois aller en février aux États-Unis, donc on va se retrouver à Los Angeles et tout. Je les adore, je les aime. On a vécu des trucs très intenses, parce que c'était dur, il y avait des moments où c'était vraiment difficile. Rien que les tenues, comme il voulait que ce soit très très réaliste, notre casque il était très lourd, notre sac à dos qui contient notre oxygène était vraiment très très lourd aussi. Et vous n'étiez pas en gravité martienne en l'occurrence. Ouais, on n'était pas, oui, parce que ça aurait été plus cool d'être en gravité martienne. Mais c'était un peu difficile. Et après on a tourné les extérieurs martiens au Maroc, près d'Erfoud. Il faisait 59 degrés au milieu de l'été. Non mais c'est juste pas... c'est inenvisageable pour moi. C'était insupportable, mais en même temps du coup on n'avait pas triché le fait que c'était très douloureux. Il y a un autre Français aussi, Olivier Martinez, dans la série. Ouais. Est-ce que tu as pu le croiser? Parce qu'en fait, lui, sans spoiler la série, vous n'êtes pas sur les mêmes planètes. Non, on n'est pas sur les mêmes planètes. Donc du coup, c'était pas forcément les mêmes jours de tournage. Non, mais on a passé du temps ensemble. On a passé du temps ensemble parce qu'on tournait dans les mêmes endroits. Enfin, on tournait dans les mêmes endroits. On tournait tous les deux à Budapest. On s'est croisés. C'était rigolo d'ailleurs de... Deux Français sur un plateau international. Ouais, c'est assez marrant. Forcément, on connecte assez facilement, rien que par la langue. Et puis ça fait plaisir d'entendre sa propre langue au bout de 3 mois. Je me suis aperçue que justement, si jamais je devais partir sur une mission sur Mars ou même sur la station internationale, je crois que je prendrais des disques français, enfin de la musique française et des films français pour entendre ma langue. Parce qu'au bout d'un moment, ça me manquait de pas entendre, ça manquait vachement. Donc vous avez papoté en français avec Olivier Martinez. On a papoté en français avec Olivier. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter, un truc marrant sur le tournage ou sur la préparation, sur ce projet? Oui, plusieurs choses déjà. Moi, en France, c'est pas le genre de projet qu'on fait. Hélas. Malheureusement, mais... peut-être que c'est un manque de moyens ou peut-être parce qu'on fait des choses qui sont différentes en fait. Mais j'avais jamais eu à jouer une astronaute, donc c'est vrai que quand on est allé découvrir les décors pour la première fois, on était tous en bande, toute notre équipe du Daedalus, on était habillés avec nos costumes d'astronautes et ils voulaient juste qu'on aille faire un repérage comme ça de la fusée et qu'on rêve un petit peu sur ce qui était notre maison en fait. Et je me souviens que j'étais hallucinée quoi. C'est-à-dire et du coup pendant tout le film j'avais vraiment l'impression entre action et coupé que c'était vraiment vrai. Enfin, j'ai vraiment l'impression, c'est bizarre, c'est idiot quoi. J'ai l'impression comme une enfant que je l'ai vécu d'être allée sur Mars. Et comment d'ailleurs tu as vécu la scène où vous arrivez, où vous posez pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le pas sur Mars? C'était très étrange parce que... c'était assez drôle parce qu'au moment où on a tourné ça, donc ça on a tourné au Maroc, il faisait une chaleur épouvantable évidemment. Et donc on avait mis un petit peu en place la scène, donc on descend de la fusée comme ça, et puis là... Notre commandant fait le premier pas sur Mars et puis voilà, les uns après les autres. Et à un moment donné, je me retourne comme ça, comme pour explorer un petit peu ce qu'il y avait autour de moi. Et là, je vois il y avait des petits poneys qui ont débarqué. Mais non. J'étais là. Donc voilà, ce sont les Martiens. Mais
On était morts de rire en même temps. Il faisait tellement chaud qu'on avait envie de la terminer, cette scène. Ouais. Mais c'était rigolo. Ils venaient comme ça. Ils venaient nous voir. Ils nous ont squattés pendant un petit moment. On n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et du coup, c'était... voilà. Mais c'était beau... C'était hyper beau. Pendant un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'il faudrait qu'on parle ? Qu'est-ce qu'on éprouverait comme ça, comme émotion ? Moi, j'ai trouvé ça hyper bien traité. Ben justement, ouais. On a un peu décidé de... Enfin, que ça soit quelque chose d'hyper intérieur et hyper nourri, mais que ça soit un moment privé les uns par rapport aux autres et non pas une espèce d'explosion de joie. Mais c'est l'aboutissement d'années d'entraînement, c'est l'aboutissement de 8 mois de voyage, c'est l'aboutissement d'un atterrissage difficile et c'est l'inconnu. Comment est-ce qu'on ouvre les yeux sur l'inconnu Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. En fait, je vous avoue, j'aurais pu continuer à lui poser des milliards de questions parce que c'est passionnant et qu'elle est passionnée, mais j'ai trouvé ça tellement juste et tellement beau ce qu'elle a dit là que j'ai coupé et que j'ai voulu finir là-dessus. Voilà. Donc la série Mars de Nat Geo, si vous avez l'occasion de la voir, vraiment ne la ratez pas. Et pour ceux qui l'ont vue, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Et je croise les doigts pour une saison 2, puis 3, puis 4, puis 1000, tiens, allez, tant qu'on y est. Et puis du coup, comme j'ai un peu envie de rester sur Mars... Vous me connaissez maintenant, depuis le temps. Voici une petite série d'images réelles de la vraie Mars, prise par Curiosity. Alors celle-là d'abord. Alors celle-là, elle est dingue. Regardez ces petits picots bourgeonnants là. C'est trop mignon, dingue, chelou. Je sais pas trop. C'est vraiment des pierres aliens, j'adore. Ah, c'est marrant. Et regardez les ombres que ça découpe sur le sol, c'est foufou. C'est foufou. Ah, c'est trop bien. Bon, là, je me suis amusée à chercher des pareidolis et j'en ai trouvé une bien jolie. Et ça, mais alors ça. Oh, mais... Oh là là, c'est un zoom sur des roches qui dépassent d'une sorte de crête, mais regardez-moi ce millefeuille de ouf. Non seulement c'est trop beau, mais en plus quand on essaye d'imaginer le temps qu'il a fallu pour que ça existe, là on a un bien beau vertige comme je les aime. Et cette roche-là, alors rien d'incroyable à première vue, mais quand on se perd dans la contemplation du truc et qu'on va voir les détails, regardez comme c'est ciselé, regardez la finesse de ces découpes. Alors, en général, quand on imagine une érosion de plusieurs milliards d'années, on pense à des trucs super lisses, totalement érodés, et là, du coup, j'imagine à peine à quel point la poussière martienne doit être corrosive pour attaquer à ce point la pierre et la découper aussi finement. Bon, l'environnement est sec et froid et bombardé de rayons cosmiques, donc ça doit peut-être jouer aussi. Ou pas, mais je dis peut-être des bêtises, je sais pas. Dans tous les cas, ça me laisse songeuse et j'adore regarder Mars comme une œuvre d'art. Et voyez ça, là, honnêtement. C'est pas le plus beau paysage de tout l'univers, ça ? Alors là, par contre, c'est Opportunity. C'est beau, hein ? Bon Dieu que c'est beau. Bon, enfin, je dis le plus beau de tout l'univers, mais honnêtement, c'est parce qu'il y a que sur Mars qu'on a des engins qui peuvent nous envoyer des images d'aussi grande qualité depuis le sol. Mais je vous avoue que je donnerais un peu n'importe quoi pour avoir la même chose de Pluton. Non mais vous imaginez des photos depuis le sol de Pluton à différents endroits ? Ce monde est absolument dingue. Et il nous a tous pris totalement de court en se dévoilant à New Horizons. Et non seulement ces paysages vus du sol seraient merveilleux, mais imaginez avec Charon dans le ciel. On atteindrait un autre seuil là sur le niveau de paysage extraterrestre. Bon alors malheureusement c'est pas tellement prévu, mais je donnerais vraiment n'importe quoi pour voir ça. À défaut de voir des paysages extraterrestres, ça ne nous empêche pas de continuer à chercher ce qui pourrait les habiter, et une étude dans le domaine de l'exobiologie vient justement de faire un pas en avant avec l'aide de Spirit, le jumeau d'Opportunity. Alors voici l'histoire. Spirit, en roulant sur Mars, avait mis à jour un sol très blanc. Il l'a analysé avec un de ses instruments et il en a conclu que c'était de la silice pure à 90%, ce qui était totalement inhabituel pour du régolithe martien. Or, ce genre de truc, on en trouve sur Terre dans des conditions très spéciales, notamment à Yellowstone ou dans le désert de l'Atacama, là où il peut y avoir des systèmes hydrothermaux.
Or, on peut y trouver des extrémophiles dans ces systèmes hydrothermaux, autrement dit de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que Spirit a trouvé un endroit où pourraient éventuellement être conservés des fossiles de vie martienne, mais disons que c'est une piste. D'autant plus que l'histoire ne s'arrête pas là. Regardez ces nodules de silice qu'on peut trouver au Chili. Ils ont été formés par des micro-organismes. Or, regardez maintenant ce que Spirit a photographié. Ce sont également des nodules de silice. C'est pas complètement dingue ça? Sérieux? Bon, alors personne n'en a conclu qu'ils s'étaient formés sur Mars par de la vie un jour, hein. Mais tout de même, on avance. En tout cas, il faudrait creuser cette piste, et si on veut trouver des traces de vie ancienne, au moins on sait par où commencer là. En attendant ce jour, cette date à marquer d'une pierre blanche comme les dépôts de silice où l'on découvrira que la vie s'est développée ailleurs que sur Terre, passons justement à la date de cet épisode qui, justement, n'en est pas une, mais un peu quand même. Disons que... vous le saviez, vous, qu'on ne sait pas quelle est la durée d'un jour saturnien? Bah ouais, on sait pas. Je m'étais jamais posé la question de comment on détermine la durée d'une journée sur un astre, en fait. Et tout bêtement, enfin, c'est un peu technique quand même, hein, quand on vit pas sur l'astre en question, on prend un point remarquable, on regarde où il se trouve, et on chronomètre le temps qu'il met à revenir à son point de départ. Et hop, on a la durée d'une rotation complète de l'astre sur lui-même. Mais quand il s'agit d'une planète gazeuse, eh ouais, c'est pas simple, hein. C'est d'ailleurs tellement compliqué qu'on ne sait toujours pas en combien de temps Saturne tourne sur elle-même. Enfin, c'est entre 10 et 11 heures à une vache près, mais on n'a pas plus précis pour le moment qu'entre 10h32 et 10h48. Il est possible qu'on ait une valeur un peu plus précise grâce à Cassini qui est en fin de mission et qui va se rapprocher de la planète dans les mois qui vont suivre. Elle va pouvoir prendre des mesures beaucoup plus fines et peut-être nous aider à mieux connaître la durée du jour saturnien pour avoir des vraies dates précises. Ou pas. On en saura un peu plus en mai, parce que là, on n'en sait rien en fait. Alors, affaire à suivre. Ah, la fin de mission de Cassini qui est prévue pour septembre prochain. Je suis trop dans le déni, j'ai l'impression de l'avoir toujours connue autour de Saturne. Je veux absolument pas qu'elle termine et qu'elle meure, je ne le veux pas, je ne veux pas. Et donc, dans les bidules 2.0 de ce mois de novembre, je ne veux pas qu'elle aille rejoindre ce site créé à l'occasion d'Halloween pour les engins spatiaux morts. Oh, c'est horrible, pas Cassini. Bon, visiblement, il n'y a pas tout le monde, hein, encore loin de là, oulala, mais j'espère que ça sera mis à jour parce que ça peut être une super base de données où retrouver les missions passées avec les infos de base et les quelques liens qui vont bien. Voilà, ça s'appelle spaceprobe.es/dead. Autre bidule 2.0, un site également, et là, attention, il y a du contenu en veux-tu, en voilà. Il est dédié à l'exploration de la Lune, c'est l'ESA qui a fait ça. Et c'est plein d'infos, de vidéos, de trucs à apprendre et à voir. C'est super complet, c'est vraiment top. Bon, seul défaut, ça n'existe qu'en anglais. C'est bien dommage. J'espère qu'il sera traduit. Ce serait pas mal parce que tout le monde n'est pas anglophone en Europe. Restons sur les internets avec le tweet. C'est Marion Sabourdi, alias Fusiraptor, qui partage sa vision de l'exposition Kandinsky au musée de Grenoble. Alors ça me touche parce que Kandinsky... je vais vous raconter un peu ma vie là. C'est un peintre qui me parle particulièrement sans que j'arrive à exprimer pourquoi. Enfin, ça c'est sans doute juste le principe de l'art. Hein. Mais en fait, il se trouve que... il se passe souvent des trucs bizarres avec lui. À chaque fois que je croise une de ses œuvres, que ce soit dans la rue avec une reproduction, ou dans un musée, ou là, quand je l'ai vu apparaître dans ma timeline, je bug. Mais je bug vraiment. C'est-à-dire, je m'immobilise physiquement. Et mon cerveau arrête de penser. Il est juste fixé sur l'image, comme si l'œuvre monopolisait toutes ses fonctions à la fois. C'est super étrange. Et ça me l'a souvent fait sur des tableaux que j'avais jamais vus, dont je savais pas qu'ils étaient de lui, et du coup, j'avais pas tellement besoin de vérifier qui en était l'auteur. Mais c'est vraiment super chelou, quoi. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je vous raconte ça, exactement? Ah oui, parce que du coup, Marion m'apprend qu'il était très inspiré par des images de science, et ça me réjouit, et ça ne me surprend pas à la fois, et il y a des trucs qui s'expliquent un peu quand même, hein, niveau affinité. Voilà. Alors cette expo à Grenoble, c'est jusqu'au 29 janvier, et je n'aurai sans doute pas l'occasion d'aller la voir, je suis dégoûtée, mais je vous file l'info si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me tweeter des photos de l'expo pour que je bug régulièrement en regardant mes mentions sur Twitter. Et terminons avec la personnalité à l'honneur en ce mois de novembre, et quel honneur, puisque Margaret Hamilton a reçu la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, des mains du président Barack Obama le 22 novembre,
pour sa contribution au programme Apollo, puisqu'elle était responsable des systèmes informatiques des ordinateurs de bord, enfin de l'ordinateur de bord, et pour avoir été une pionnière dans le domaine de l'ingénierie informatique, puisque c'est elle qui les a conçus. Voici les images. 3 minutes before Armstrong and Aldrin touched down on the moon, Apollo 11's lunar lander alarms triggered. Red and yellow lights across the board. Our astronauts didn't have much time, but thankfully they had Margaret Hamilton, a young MIT scientist and a working mom in the 60s. Margaret led the team that created the onboard flight software that allowed the Eagle to land safely. And keep in mind that at this time, software engineering wasn't even a field yet. There were no textbooks to follow. So, as Margaret says, there was no choice but to be pioneers. Luckily for us, Margaret never stopped pioneering. And she symbolizes that generation of unsung women who helped send humankind into space. Her software architecture echoes in countless technologies today. And her example speaks of the American spirit of discovery that exists in every little girl and little boy who know that somehow to look beyond the heavens is to look deep within ourselves and to figure out just what is possible. Margaret Hayfield Hamilton. A pioneer in technology, Margaret Hamilton defined new forms of software engineering and helped launch an industry that would forever change human history. Her software architecture led to giant leaps for humankind, writing the code that helped America set foot on the moon. She broke barriers in founding her own software businesses, revolutionizing an industry and inspiring countless women to participate in STEM fields. Her love of exploration and innovation are the source code of the American spirit, and her genius has inspired generations to reach for the stars. J'ai suivi ça en direct, moi c'était super émouvant, mais c'est pas trop tôt quand même, hein, parce que Apollo ça date, hein, mais mieux vaut tard que jamais. Donc je crois que Margaret Hamilton a dépassé les 80 ans, donc vraiment c'était pas trop tôt. Et c'est la fin du 59e épisode de La Folle Histoire de l'Univers qui rattrape l'actu du mois de novembre. Je suis vraiment encore désolée de ne pas avoir eu le temps en fin 2016 pour m'en occuper de ce podcast, et je rappelle qu'il est disponible sur YouTube, sur iTunes et sur Deezer, et que je mets le texte en intégralité ainsi que tous les liens, tweets, vidéos, etc. sur mon blog florenceporcel.com. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur iTunes parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire, parce que globalement vous êtes en général très généreux et très bienveillants. À mettre un pouce vert également sur YouTube et à le partager tout autour de vous s'il vous a plu, et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je ne gagne pas d'argent avec la chaîne, hein, elle est démonétisée donc je ne gagne pas de sous avec, mais j'estime que voilà, c'est important de diffuser la culture scientifique, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page s'appelle La Galaxie de Florence Porcel, sur Twitter, et je remercie chaleureusement tous les tipeurs pour leur soutien, parce que si je ne gagne pas d'argent avec YouTube, via YouTube lui-même, hein, voilà, vous êtes très généreux aussi sur Tipeur, et vraiment je suis gâtée, et je vous en remercie chaleureusement. Et vous pouvez me retrouver sur notre chaîne YouTube qui s'appelle String Theory avec la série Spatialiste. De nouveaux épisodes vont bientôt arriver dans le décor du YouTube Space. Et vous pouvez me retrouver désormais en librairie aussi avec L'Espace sans gravité, qui est sorti aux éditions Marabout, qui est disponible également en version numérique. Prenez soin de vous, prenez soin de notre belle planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.